Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Cela fait plusieurs jours que Clotilde chemine avec Olshad, sur le sentier étroit des Alpes. La nuit recouvre l'ensemble du ciel de son voile ténébreux, depuis déjà quelques heures, et le froid redouble d'efforts pour les empêcher, un peu plus, de se sentir à l'aise. Le vent glisse sur leur corps et la phénicière se réchauffe en se prodiguant une incantation mineure, apprise lors de ses premières années à maîtriser les cendres des phénix. Le sifflement inquiétant le long de la fine route rocheuse semble murmurer un avertissement au duo se rapprochant invariablement vers l'ancienne capitale impériale. Clotilde se remémore leur nuit dans cette petite auberge à flanc de montagne, le gîte de la Mule. C'est un vieil homme qui les apostropha lorsqu'il entendit Olshad prononcer le nom de la capitale du premier empire lunaire. Clotilde avait compris qu'il avait reconnu le manteau doré des Phéniciers qu'elle portait encore. « Ça, par exemple, un minuscule groupe d'aventuriers qui nous arrive, » avait-il amorcé d'un ton moqueur. « Et que diable y cherchez-vous » Il prit d'un coup l'ensemble des convives pour témoins de son monologue. « Vous tous, vous n'avez pas idée de ce qui s'y trouve. Si seulement on pouvait y aller comme à la mine, ça se saurait. Beaucoup ont cherché à y obtenir gloire et richesse. Et très peu en sont revenus pour y décrire ce qu'ils ont vu. » « Allez, le vieux !» rétorqua un alfline un peu trop enjoué. « Tu sais très bien que Nadar et les siens en sont revenus. » « Et dans quel état le Drakeid est-il revenu, hein ? La moitié de ces hommes, oui. Je m'en souviens bien, petit. La moitié en sont revenus. Il avait récupéré quelques bijoux de grande valeur, mais... pour quelle souffrance. Non, ma petite dame. Si vous allez là-bas, vous y perdrez plus que vous y gagnerez. Dans cette cité maudite, il n'y a pas que le cœur de l'ancien titan. Il y a son lieutenant, Vecna. » À ces mots, la salle sembla plus petite, comme si les multiples ombres projetées par le feu de la cheminée voulaient jouer avec les perspectives et l'esprit de chaque aventurier séjournant dans cette auberge. Vecna ne laisse personne s'approcher du lac intérieur, ni du joyau d'Aldébaran, la cité-cœur située sur l'unique île au milieu du lac. Il y aurait appelé un monstre pour protéger la capitale devenue le tombeau de son maître. « Foutaise !» répond un habitué du lieu. « Non, non mon ami, ce n'est pas des mensonges. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille la nuit avant de vous coucher, vous pourrez l'entendre. Un son sinistre et terrifiant qui vous glace d'effroi jusqu'au petit matin. » Il se tourna ensuite vers Clotilde et son compagnon de route. « Alors, si vous êtes malin et que vous tenez un tant soit peu à la vie, vous feriez mieux de revenir d'où vous venez, phénicière ou non. » Je les vois, tout autant qu'ils sont, et cela me donne envie de vomir. Je suis avec eux depuis tellement longtemps à présent, que je ne pourrais dire ce qui me révolte le plus. Leur envie de s'entretuer, ou leur semblant d'ordre, ce sentiment qu'une hiérarchie s'impose aux uns et aux autres. L'Empire lunaire était une farce qui n'a que trop duré. Et l'empereur n'est que l'ultime pièce de ce rouage qu'il va falloir récupérer. Définitivement. J'étais là, lorsque le Prométhéen fut jugé dans la grande salle. Il a du courage, le petit. En même temps, je ne peux qu'être admiratif de cette volonté profondément ancrée en eux de se révolter contre leur chaîne. C'est de cela qu'il faut jouer. Dans l'ombre, il faut savoir les manœuvrer. Tirer les fils de leur destinée, avec un semblant d'espoir pour acheminer cette grande mascarade à son point de rupture. Quand cela s'arrêtera-t-il ? Lorsque j'en aurai décidé. Séléné a beau chercher à influer sur la roue du destin, moi, je la briserai. Je la briserai avec ses propres pantins. Lorsque le néant viendra jusqu'à eux, il sera déjà trop tard. Ils ne pourront que supplier, mais les fils seront déjà tellement solidement liés à leurs petites mains qu'ils ne pourront s'en défaire. Ce jour se rapproche. Séléné, tu n'es pas la seule compétitrice. Tu ne l'as jamais été. Tu as oublié à quel point mon masque est solide, et avec quel brio
je suis parvenu à déplacer tous tes pions pour m'offrir la victoire. Désolé de vous déranger, mais... Un énième pantin. J'ai de plus en plus de mal à me rappeler leurs noms. Ils se ressemblent tous au fil du temps. Leurs yeux, leurs sourires, cherchant à dissimuler la peur du temps et des autres regards. Si seulement ils savaient que tout cela est vain. Je peux lire dans leur âme comme dans un livre ouvert. Il a fini. Je dois jouer ma partition. Dans cette chambre raffinée où l'on m'a conduit pour la future cérémonie, je dois prendre mon mal en patience. Le miroir devant moi m'offre la vue que j'ai voulu donner au monde, à ce monde. Le temps viendra où je pourrai enfin me libérer moi-même de cette enveloppe, montrer ce que je suis réellement. Et alors, ils ne pourront que s'agenouiller devant moi. Je n'ai jamais voulu être un dieu, mais je le suis par naissance. Je le suis, par ma volonté et mon abnégation. Personne ne connaît tous les sacrifices que j'ai dû endurer pour en arriver là. Promettez, je ne t'oublierai pas. Tu aurais pu avoir une place à mes côtés, tout comme les tiens. On frappe à ma porte. Le procès reprend. Un sourire aux lèvres. Je vais reprendre la place qui est la mienne dans cette pièce infâme. Sentir les relents de mensonges et de perversité de ces peuples. Mais ce sourire, qui est le mien présent, est réel. Car me revient en tête une phrase déjà énoncée. Séléné a beau chercher à influer sur la roue du destin. Moi, je la briserai. La grande prêtresse a regardé d'un œil pervers la situation fragilisant la place de l'écho. Cela fait bien longtemps que le cercle écarlate doit prendre les rênes du fragment du crépuscule. Nous commencerons par ce fragment, et le reste devrait suivre, songea-t-elle soudain en dévisageant le chef des Prométhéens, que l'on conduit hors de la grande salle. Les murmures sont nombreux au sein de cette cour de justice. Le visage de l'empereur est impassible, mais elle ne le connaît que trop bien. Elle sait qu'une tempête sourde sommeille en lui. Il est prêt à tout détruire. Il ne manque plus qu'un point de rupture et ce sera la fin d'un règne anormalement long. Trop long. Elle se lève et déjà autour d'elle, tous s'inclinent. Elle aime ce pouvoir indicible qu'elle obtient de ses fidèles. Elle porte les espoirs de Séléné, sa déesse. Elle ne peut perdre cet acte. Sa robe rouge, symbole de son autorité, lui donne une aura violente et passionnée. Elle en a vu des regards, parfois de désir, parfois de crainte, à son encontre. Son teint pâle et ses yeux profonds en amande, soulignés par de fines lèvres ainsi que ses cheveux blancs d'elfe, la rendent désirable par plus d'un individu, puissant comme puissante. Elle préfère qu'on la craigne. De retour au sein du temple de Séléné, elle dévisage son interlocuteur. Le parcours depuis le palais impérial est toujours une gageure pour elle, surtout par temps de pluie. Elle déteste les voies pavées et les innombrables chaos que cela suppose. Mais elle apprécie encore moins les chemins sinueux et boueux de la capitale du fragment du crépuscule. Si elle avait eu le choix, elle aurait consolidé la foi de la déesse rouge en plein cœur d'une cité à la beauté majestueuse. Elle aurait rasé cette cité sombre et sale, faite de toutes petites traverses. Elle aurait laissé cette immonde tarasque raser Paris il y a 200 ans. La grande prêtresse pense soudain qu'elle aurait dû forcer l'empereur, le véritable Charlemagne, à reprendre Aldébaran. Sortie de ses songes par une quinte de toux peu naturelle de son invité, elle le dévisage en penchant légèrement la tête en raison de sa taille. Agbor, le maître de la guilde céleste des marchands. Le gnome est un être jovial d'1 mètre environ, dont la vieille barbe blanche lui donne un air sage de prime abord. Le gnome aime ses tenues fantasques, amples et colorées. Aussi âgé qu'elle, il est un vieux gnome aux traits pleins de sagesse. Mais, en le connaissant, on oublie vite ce constat. Le point vermillon proéminent sur son front montre son attachement à ses ancêtres et à leur respect. La grande prêtresse sait par ses espions que l'empereur se méfie de la guilde. Leurs machines volantes ont tout changé, spatialement et monétairement. Elle est devenue en quelques années la principale puissance financière de l'Empire lunaire. Ces appareils, les célestes, ces machines de métal ressemblant à d'immenses poissons abyssaux volants, parcourent chaque fragment, chaque partie du territoire conquis par Séléné, et au-delà, bien plus rapidement que tout autre moyen de transport. Agbor est certes quelqu'un de sympathique, mais elle a toujours pensé que cette bonhomie cachait en réalité un être dénué de scrupules. On n'en arrive pas là, où il est par hasard, conclut-elle pour elle-même.
Je vous attends depuis 3 heures, savez-vous, grande prêtresse. J'ai coutume de dire que le temps adoucit tout, mais on me dit souvent qu'il ne faut jamais laisser du temps au temps car il en profite, confie le maître de la guilde. J'en conviens. Et cela n'est pas de mon fait, mais de ce long discours ennuyeux et inutile du Prométhéen, lui rétorque la puissante disciple de Séléné. Ah oui, lui n'est long. J'avais oublié ce problème. Ce n'est absolument pas une complication. J'ai dit un problème, grande prêtresse. Celle-ci le fustige du regard. Elle déteste être reprise. Encore moins par un esprit inférieur. Complication, problème, affaire, difficulté, c'est la même chose pour nous les elfes. Rien. Certes. Qu'en est-il de la discussion que vous avez eue avec Dame Firfil ? Elle avait hésité à lui parler de ses projets concernant l'épouse de l'écho. À présent, la grande prêtresse se demande si ce n'était pas aussi judicieux. Garder la princesse de Bretagne dans sa manche aurait été plus avisé. Elle est enchantée d'aider. Elle ne veut pas que la puissance elfique soit diluée dans l'Empire par son mariage avec l'écho. Elle le fera, lui divulgue-t-elle. Très bien. Dans ce cas, je vois ce qu'il en est avec le duc de Champagne. Si nous parvenons à l'amener où vous le désirez, alors l'accord se conclura par un retour de la guilde au sein de ce fragment. La grande prêtresse était parvenue à toucher le maître de la guilde par son intérêt principal, l'argent. L'écho du fragment du crépuscule avait fixé un acte définitif mettant un terme aux agissements de la guilde céleste des marchands à l'intérieur de son fragment d'ici peu. Bien entendu, lorsqu'Egbor reçut l'édit de l'écho, il fit bonne figure, mais sa rage intérieure n'avait été que plus grande. Pourtant, ce n'est pas la revanche de son interlocuteur qui lui vint en tête lorsqu'elle posa ses yeux de nouveau vers lui. Si nous y parvenons, cher maître de la guilde céleste, c'est Séléné qui revient au cœur de cet empire. Et la fin de ces maudits Phéniciens. Toujours sur les 3 sentiers, Clotilde se rend à l'évidence. Sa mission est sans doute une mission suicide. Et d'ailleurs, pour quelle raison la tour n'avait pas envoyé un contingent plus important ? Pourquoi seulement elle et Olshad ? Se pourrait-il que la tour phénicière ne désire pas que cette tâche soit un succès ? Olshad, de ses yeux perçants, s'est arrêté à un coin du sentier. Ce chemin se resserre dangereusement, et la phénicière ne peut s'empêcher de regarder en contrebas. Le vide, un vide abyssal, où la brise se faufile en terrain conquis. Nous y sommes, et non simplement l'Olfsine. Se rapprochant lentement en se collant contre la paroi rocheuse, elle peut enfin apercevoir le passage à gauche du renfoncement. Le chemin se poursuit à l'intérieur de la roche pour remonter vers une immense porte blanche. Premier signe d'une monumentale enceinte couleur ivoire protégeant l'ancienne capitale, Aldébaran. Très bien, nous allons enfin pouvoir aller au bout de notre mission, Olshad, annonce-t-elle triomphalement. Chut, la coupe soudain l'Olfsine. Tu entends ? Elle l'a d'abord vu. Par-delà la blême muraille, des bruits violents, sourds et retentissants en des échos voraces. Un combat d'une violence inquiétante, une lumière augurant un flux d'énergie, un champ de force ou une explosion magique. Les 2 compagnons de route se regardent mutuellement, puis, serrant les poings, Clotilde avance la première en direction du passage menant vers Aldébaran, la capitale maudite. Et fin de ces sessions concernant l'Empire lunaire. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de ces podcasts uniquement tournés sur l'Empire lunaire. Bien évidemment, vous pourrez nous retrouver pour le premier épisode mardi 30 août à 21h en YouTube Première pour la première session de notre campagne Actual Play, les chroniques de l'Empire lunaire. On espère vous retrouver nombreux. Si le format podcast vous plaît, il y aura d'autres épisodes sur d'autres univers. En tout cas, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si votre épisode vous a plu. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.